Le musée de la dynamite. Ce bâtiment fut construit en 1895. Il servait de l'origine de résidence officielle à l'ingénieur en chef de l'usine. Aujourd'hui, c'est une véritable capsule temporelle, témoin de l'histoire industrielle de l'Afrique du Sud. Afin de comprendre pourquoi ce lieu existe, retournons dans les années 1880. Lorsque de l'or fut découvert dans le Witwatersrand, les mineurs rencontrèrent du quartz très résistant, que les pioches et les pelles ne parvenaient pas à les briser. Ils avaient donc besoin d'explosifs. À l'époque, le président Paul Kruger avait accordé le monopole très lucratif de la dynamite à des hommes d'affaires de la région. Mais ces derniers contournèrent le système. Ils avaient construit une petite usine de poudre noire près de Pretoria, puis en apportant des explosifs européens à bas prix et en les reconditionnant, les vendaient aux mineurs avec une marge considérable. Le gouvernement Kruger, outré par cette affaire, prit le contrôle des opérations et demandèrent de l'aide au Fonds Noble Dynamite. Le fonds envoya un expert écossais nommé Ned Findlay. Il sonda tout le filon minier de la région, de Krugersdorp à Heidelberg. Sur le chemin du retour, il rédigea un rapport concis de 12 pages. Chacune était dédiée à un site précis. Sur les 12 sites étudiés, il recommanda Modern Fontaine. Cette terre agricole fut choisie pour 3 raisons pratiques. Sa proximité, car elle se situait proche des mines d'or, ce qui accélérait les opérations. Sa distance, suffisante par rapport à Johannesburg qui protégeait les citoyens d'explosifs accidentels. Sa topographie, car les pentes de ces collines aidaient la production. Il était bien trop dangereux de déplacer la nitroglycérine, un élément très volatile, avec des machines. Le chantier commença sérieusement vers 1894. 2 ans plus tard, le président Paul Kruger inaugura l'usine appelée de Zuid-Afrikaanse Fabrieken voor Handplofbare Stoffen. Il devint du jour au lendemain la plus grande usine d'explosifs commerciaux dans le monde. Entrez pour découvrir d'incroyables artefacts. Vous y verrez notamment le théodolite ayant servi à prendre les mesures de cet endroit en 1894. La pièce avant contient aussi des artefacts venant de la blockhouse construite par BP. Dans le fond du bâtiment, vous trouverez observer des photos d'activités et des camps scouts s'étant déroulés au fil des années à Monderfontein. Le musée conserve aussi les premiers carnets des procès-verbaux de l'usine, ainsi que les plans d'élevés originaux. Dehors, vous trouverez des artefacts liés au transport. La France en in-house. Voici la France en in-house, construite en 1996. Cette demeure était le cœur du village. Elle fut construite par Franz Hanin, un brillant ingénieur autrichien. Les directeurs du Fonds Noble l'avaient choisi pour son talent unique. Hanin parlait 5 langues couramment. Cette compétence était cruciale. Les premiers ouvriers formaient une population hétéroclite et polyglotte. Grâce à ses talents linguistiques, Hanin fit collaborer des migrants italiens, allemands, danois, suédois et britanniques. Il réussit à rassembler ces différentes cultures pour construire l'usine et la ville. Hanin avait embauché des artisans, des maçons et des menuisiers allemands, tous experts dans leur domaine. Ils avaient importé tous les matériaux de construction d'Allemagne. Observez l'unique style architectural et le toit germanique distinctif. Cette maison était témoin de décennies d'histoire. Elle a connu 7 directeurs d'usine entre 1897 et 1949. Mais c'est ici que réside le lien avec notre histoire scout. En 1899, la guerre d'Afrique du Sud éclata. Franz Hanin rentra en Europe. L'usine arrêta de produire des explosifs miniers. En une nuit, il se convertit en une usine de munitions pour les forces Boer. En juin 1900, les forces britanniques s'apparèrent du village. Ils établirent un groupe d'élite paramilitaire pour le maintien de la paix, appelé la South African Constabulary, une sorte de gendarmerie sud-africaine. L'homme placé à sa tête fut le lieutenant-général Robert Baden-Powell, qui fondait plus tard
le mouvement scout mondial. Pipi fit de ce village son quartier général militaire. Il habita ici, à la France Hunting House. C'est durant ces intérêts années de conflit, dans la savane sud-africaine, que Baden-Powell testa les concepts fondamentaux de l'abro-débrouillardisme, de la reconnaissance et du leadership en petits groupes, qui sont plus tard devenus les piliers du scoutisme. Il a parcouru ce jardin en imaginant des idées qui changèrent à jamais le développement de la jeunesse. Pour honorer cette formidable histoire, une petite pièce de la maison était dédiée à Baden-Powell. Elle contient des objets et des souvenirs de l'époque durant laquelle il était à la tête de ce groupe paramilitaire. Avant de passer au prochain bâtiment, gardez en dessous de la maison. Pouvez-vous repérer l'entrée de l'ancien cave à vin? C'est aujourd'hui un bar et un lieu d'événement disponible pour des réceptions. Le carrefour entre High Street et Main Road. C'est le long de Main Street, la rue principale, que les deux premières maisons appartenaient à l'usine furent construites. Une était vouée au responsable de l'usine, Franz Hanin, et l'autre à son ingénieur en chef. Ce vaste feld, nom donné aux prairies herbeuses du pays, n'offrait aucun matériel au début des chantiers. Chaque brique, chaque morceau de bois et chaque feuille de tôle a dû transverser l'océan, de l'Europe au port de Durban, avant d'être péniblement transporté jusqu'ici par des charrues à bœufs. En 1900, vous aurez été entouré d'un ensemble disparate de mini-colonies européennes. Pour loger ces milliers de travailleurs étrangers, l'usine fit construire des villages autonomes aux cultures différentes. Le village allemand, situé juste après ce secteur, fut d'abord nommé Hamburg avant de devenir Antwerp pendant la Première Guerre mondiale. Les familles vivaient dans des maisons en tôle et entretenaient leur propre salle communautaire. Italie se situait à l'extrémité de la propriété, là où passe aujourd'hui le Hot Train. Hollande était niché dans une zone qui fut engloutie par l'expansion des lignes de production. Perret, le dernier quartier, est destiné à ceux que les habitants appelaient le reste. Toutes les personnes qui n'appartenaient à aucune des principaux groupes de langues européennes. Pour ces familles, passer des villes européennes aux veldes sauvages et poussiéreux d'Afrique du Sud était un choc culturel brutal. Ils réussirent néanmoins à construire une société fonctionnelle de manière assez rapide. En diagonale de l'intersection, juste derrière les arbres, se tenait la première école du village. Elle se situait près du Grand Cyprès, construite fin 1896. Elle avait la forme d'un I majuscule et était conçue pour accueillir 100 enfants. Il n'y avait pas de bus à l'époque. Les enfants des environs se rendaient donc à l'école à pied ou à cheval. Ils attachaient leur monture à des poteaux d'attache. Derrière les terrains de jeu, pendant les pauses, au lieu de faire du sport, les enfants amenaient leur cheval au barrage pour les abreuver. Cette cour de récréation a un lieu spécial avec l'histoire scout. La première troupe de Northrend fut créée en 1912. C'est la première troupe de la zone. Un local scout dédié se tenait à côté de l'école. Des générations de scouts ont commencé leurs aventures ici. Maintenant, regardez vers le coin opposé. Cette maison a une histoire cocasse. Un médecin local y vivait vers 1900. Il perdit l'audition d'une manière soudaine et tragique et ne peut plus traiter ses patients. Mais il ne quittait pas le village. Il décida plutôt de changer de carrière et de devenir dentiste. Son bâtiment, très polyvalent, devient plus tard le local des guides et éclaireurs. Juste à côté, le magasin général et la boulangerie du village furent construits au début des années 1900, offrant à une communauté isolée un accès direct à du pain frais et aux provisions quotidiennes, les exonérant d'un long voyage et ardu vers Johannesburg. Vous remarquez sur votre côté droite, en continuant sur cette route, 3 maisons historiques. Regardez-les attentivement. Vous verrez qu'elles ne sont pas symétriques et qu'elles sont même très différentes l'une de l'autre. Ces maisons n'ont pas été construites ici. Elles se trouvaient bien au-delà de l'endroit où passe le Hot Train aujourd'hui. Lorsque l'on proposa le projet Hot Train,
Un accord fut trouvé pour emmener ces maisons à l'endroit où elles se trouvent aujourd'hui. Les ouvriers ont tous déplacé, brique par brique. Tous les matériaux d'origine ont été transférés et rassemblés ici. Observez les toits. Seul, celui du bâtiment le plus éloigné, moderne et neuf. Tout le reste est d'origine. Les bâtiments des environs appellent ces endroits le lieu de la résurrection. Le carrefour entre High Street et Bloemfontein Avenue. À droite, sous les arbres, vous pouvez voir les anciennes maisons allemandes de 1896. Elles semblent, à première vue, n'être qu'une immense demeure. En réalité, ce sont deux maisons semi-détachées, qui abritent deux foyers séparés. Les architectes ont délibérément évité de faire correspondre les deux extrémités du bâtiment pour leur donner un aspect excentrique. Un côté présente une belle véranda, tandis que l'autre arbore une grande baie vitrée. Remarquez le toit incroyablement raide et incliné. Cette conception vient directement d'Allemagne et permet à la neige de glisser facilement. Il est évident que sur le Highveld sud-africain, la neige n'était pas un problème quotidien. Au coin, suivant se dresse une structure étrange et atterrée par le temps. Il s'agit de l'un des premiers points d'eau communaux du village. Au premier jour de Modderfontein, il n'y avait ni eau courante ni plomberie installée dans les maisons. Le village ne fut connecté à une conduite principale, par le Rand Water Board, qu'en 1922. Avant cela, l'eau devait être puisée à la main. Elle provenait de la source Klondike, située à l'autre extrémité de la propriété de l'usine. Une charrette à âne ou à cheval transportait l'eau en haut de la colline et la pompait dans un réservoir caché derrière cette bâtisse. Le charretier parcourait les rues en criant pour prévenir les résidents de l'arrivée de l'eau. Vous pouvez encore voir le crochet sur la structure où les villageois suspendaient leurs lourds seaux en métal avant d'ouvrir le robinet. Levez à présent les yeux et observez ces imposants arbres entourant la zone résidentielle. Ils ne furent pas plantés pour décorer ou faire de l'ombre, ils étaient une ligne de défense importante. La direction de l'usine planta spécifiquement d'épaisses rangées d'eucalyptus et de pins pour servir de zone tampon. En cas d'explosion accidentelle, ces denses rangées d'arbres étaient conçues pour absorber l'onde de choc, bloquer les débris de l'explosion et protéger les logements d'un désastre. La station météorologique. Regardez bien le bâtiment de pierre en face de vous, construite en 1896. Cette installation n'était pas destinée aux passionnés de météo des environs. C'était une nécessité opérationnelle permettant d'empêcher une explosion susceptible de raser toute la région. Vous serez probablement surpris d'apprendre que ce bâtiment n'est pas dans son emplacement d'origine. Dans les années 1970, l'entreprise dut s'étendre pour construire une nouvelle usine d'ammoniac synthétique. Pour préserver cet élément vital de l'histoire industrielle, des spécialistes de la maçonnerie du patrimoine ont soigneusement démonté toute la station, brique par brique, avant de la reconstruire sur ce nouveau site. Produire de la dynamite nécessite d'immenses quantités de nitroglycérine. Ce produit chimique est extrêmement sensible au frottement atmosphérique, aux changements soudains de température et à l'électricité statique. Et comme vous le savez, la région est connue pour ses orages d'été, soudains et violents. Un simple éclair sur une ligne de production active serait synonyme d'un cataclysme. Il faut bien comprendre que le rayon d'action d'une explosion de dynamite à grande échelle est immense et dévastateur. L'année d'ouverture de l'usine, en 1896, un train rempli de dynamite explosa à Braamfontein, un quartier de Johannesburg. L'explosion rasa tous les bâtiments dans un rayon d'1 kilomètre, détruisit les quartiers voisins et creusa un cratère de la taille d'un terrain de football. L'onde de choc fut si puissante qu'elle fit trembler les fenêtres de Pretoria, à 50 km de là, et on entendit l'explosion jusqu'à Klerksdorp, à 200 km de la capitale. Conscient qu'une étincelle pouvait avoir de mêmes effets dévastateurs à Modderfontein, la direction fit construire cette station météorologique, principal système de défense de l'usine. Son unique objectif était d'évaluer les variations de pression atmosphérique, les potentiels orages
et l'accumulation de l'électricité dans l'air. Lorsque des météorologues détectaient une tempête, ils lançaient directement le rigoureux protocole d'évacuation, annoncé par des sirènes. Le message était clair et instantané. Évacuation totale. Toute la production s'arrêtait. Les ouvriers quittaient directement les zones de danger et se réfugiaient dans les bunkers de sécurité. Lavage de décontamination. Il était crucial, avant de complètement quitter l'usine, que toute la zone de production soit nettoyée avec soin. Les équipes devaient éliminer toute poussière chimique résiduelle ou liquide répandue, pour garantir que si la foudre frappait les bâtiments, aucun combustible ne déclencherait une explosion avec une réaction en chaîne. Entre 1896 et 1848, ce petit bâtiment servit de station météorologique officielle pour toute la région de Transvaal. Toutes les données météorologiques régionales furent collectées ici, jusqu'au jour où l'aéroport international OR Tambo prit le relais après la Seconde Guerre mondiale. L'héritage des tests des sirènes perdure encore aujourd'hui. Tous les vendredis à 12h, le système d'alarme moderne est encore toujours resté partout dans le village. À l'époque, entendre l'alarme passer à un son neutre et continu signifiait que la tempête était passée et que l'on pouvait retourner au travail en toute sécurité. Le mât de drapeau et le blockhouse. Ce plan élevé était le principal lieu de communication et de sécurité à la naissance de Modderfontein. Durant ces années, un immense mât de bois se dressait au sommet de cette colline. La base en pierre est encore visible. Le président, Paul Kruger, avait imposé un système d'alerte physique en approuvant les plans de l'usine. Il n'y avait pas de téléphone ni de réseau de télécommunication à l'époque. À chaque fois que des procédures chimiques ou des mélanges dangereux avaient lieu dans les lignes de production, on hissait un drapeau rouge vif, les alentours de l'usine étant complètement plats et dépourvus d'arbres. Les habitants et les voyageurs n'éprouvaient aucune difficulté à voir ce signal de danger de très loin. Le mât était cependant un gigantesque aimant à foudre. La foudre le frappait presque chaque année. À la fin des années 1940, les sirènes et les réseaux mobiles de l'usine remplacèrent ce système 4G. Notons que l'entreprise ne put pas aisément abattre le mât. En tant que mesure de sécurité imposée par l'État, le gouvernement sud-africain dut approuver une loi officielle légalisant son arrêt. Cette colline est aussi l'endroit qui transforma la carrière du lieutenant-général Robert Baden-Powell. Ce dernier est souvent appelé « l'homme qui vécut 2 fois ». Par ses biographies, sa première vie fut celle du strict héros militaire britannique de renom. Sa seconde vie, celle du fondateur pacifique du mouvement scout mondial. Les années qu'il passa ici à la tête de la South African Constabulary, SAC, gendarmerie sud-africaine, fut un moment charnière entre ces 2 vies. De soldat, il devient pacificateur. Pour constituer ces nouvelles forces de police, il imposa à tous les recrues de se tenir ici même et de réciter le serment légal suivant. Je jure solennellement que j'exécuterai et accomplirai avec fidélité, diligence et impartialité les devoirs qui m'incombent en tant que membre de la South African Constabulary, et que j'obéirai véritablement et mènerai à bien tous les ordres et instructions légales. Baden-Powell conçut ce serment et en fit la base légale de sa force de police. Il savait cependant que des mots, juridiques ou non, ne suffiraient pas. Il agrémenta ce serment par un code d'honneur rigoureux. Le code mettait l'accent sur la responsabilité personnelle, avec une nouvelle devise, toujours prêt. Cette structure civique influença directement l'élaboration de la promesse et la loi scout, aujourd'hui utilisée partout dans le monde. Pour former ces hommes, Baden-Powell utilisa les grandes plaines autour de la colline pour de rapides épreuves équestres de gymkhana. L'équitation militaire britannique était trop raide et rigide, et Baden-Powell voulait y remédier. Il désirait faire de ces soldats basiques des cavaliers intuitifs et polyvalents. Il était convaincu qu'un homme capable de jouer à des jeux équestres complexes resterait calme et efficace durant des reconnaissances ou des véritables crises. Ces jeux rendirent ces hommes aussi agiles et réactifs que les commandos bourgs locaux qui devaient traquer. Sur ce point stratégique élevé, Baden-Powell fit construire un fort défensif, un blockhouse, pour se protéger des tireurs d'élite. Il fut conçu selon le fameux modèle du lieutenant Rice.
Ces structures uniques étaient de formidables créations de l'ingénierie de front. Elles pouvaient être construites par une petite équipe en moins d'une journée, à très faible coût. Les constructeurs érigeaient 2 cercles concentriques de tôle ondulée. Ils remplissaient ensuite l'espace entre les 2 murs métalliques avec des couches de roches et de terre locale. Ce mur épais et composite rendait la structure complètement résistante aux balles des tireurs d'élite. Les blockhaus n'existent plus aujourd'hui, car à la fin de la guerre, les habitants de la région ont systématiquement récupéré toutes les précieuses feuilles de tôle disponibles. Si vous regardez attentivement le sol, vous pouvez encore voir les traces d'un tas de vieilles pierres. L'église. Sur la droite, vous pouvez voir l'église communautaire d'origine de Moderfontaine. Mais laissez-nous vous dévoiler un secret. Ce n'est pas ici que ce bâtiment a vu le jour. L'église fut construite en 1900, durant la Seconde Guerre anglo-boer, mais bien plus loin sur le côté est de l'usine. Lorsqu'en 1918, le centre du village se déplaça, les architectes de la ville considérèrent que l'église était trop loin pour les habitants. Ils démantelèrent donc cette structure de fer et de bois, la firent déplacer pièce par pièce, et elle fut reconstituée ici, sur Main Street. Les habitants lui donnèrent le nom affectueux d'église sur pattes. Ce bâtiment fut à lui seul un rare havre d'unité, et ce durant des décennies. C'était une église interconfessionnelle, qui n'appartenait pas qu'à une seule religion. L'église accueillait chaque dimanche des personnes de toutes confessions. Les catholiques célébraient la messe tôt le matin et étaient suivis par les anglicans, les presbytériens, puis les méthodistes. Ils partageaient le même toit, les mêmes bancs et la même chaire. Bien que la première troupe de la zone, First Northland, naquit près de l'école, cette église fut le foyer de la première troupe de Moderfontaine. Des années durant, ce bâtiment était traversé par les parades de l'église, un événement mensuel. Le premier dimanche de chaque mois, des scouts en uniforme complet et menés par leur porte-drapeau défilaient de leur local à l'église pour se rendre à la messe. Cette tradition tissa un lien fort entre la discipline du mouvement de Baden-Powell et la communauté du village. Même si le bâtiment n'est plus une église aujourd'hui, le toit en pente et ses fenêtres en arc sont typiques de l'architecture ecclésiastique. Le casino. Ce majestueux bâtiment à 2 étages situé au 1 Casino Road, construit en 1897, est le casino de Moderfontaine. Son nom est quelque peu trompeur. On n'y jouait pas au poker ou au blackjack. C'était tout d'abord un club privé pour monsieur, un lieu de détente pour les cadres célibataires de l'usine. Au rez-de-chaussée se trouvait une salle de billard, animée, une salle de lecture et un bar. En haut à droite, on accédait à la bibliothèque de la ville. Elle restait ouverte 24 heures sur 24. Les ouvriers, travaillant de nuit, pouvaient aussi avoir accès aux livres. Les ouvriers italiens appelèrent cet endroit le casino, ce qui signifiait le club social. Tout cela changea durant l'occupation britannique en 1900. Le lieutenant-général Robert Baden-Powell prit possession du bâtiment et il le convertit en cantine des officiels et une salle de formation pour la South African Constabulary. Baden-Powell imposait à ses recrues une stricte routine quotidienne. L'entraînement était intense, autant sur le plan physique que mental. Ces hommes passaient leur matinée dans le Veldt, où ils réalisaient des exercices rigoureux d'équitation et de tactique. L'après-midi, tout le monde se retrouvait dans le bâtiment. Baden-Powell avait converti le vaste salon de l'étage en une salle de classe ou de conférence. Là, des soldats aguerris du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'autres pays de l'Empire britannique s'asseyaient sur des bancs de bois. BP passait chacune de ses après-midi à leur enseigner le droit civil, les procédures des tribunaux locaux et la gestion du poste. Il œuvrait pour faire de ces soldats des policiers en temps de paix. La formation ne s'arrêtait pas à la tombée du jour. Les soirs posaient de nouveaux défis aux recrues. Les hommes devaient sortir dans la nuit noire du Highveld, où ils effectuaient d'intenses marches nocturnes ainsi que des chevauchées à l'aveugle. BP les envoyait souvent seuls avec leurs chevaux. Ils devaient se déplacer sur des centaines de kilomètres, dans la nature sauvage et sombre.
Ils apprirent ainsi à se débrouiller seuls et à se fier à leurs instincts et à leur intelligence. Baden-Powell contrebalançait ce régime strict avec une attention particulière au bien-être et à la réflexion personnelle. Il était convaincu qu'un bon éclaireur se devait d'avoir un esprit calme et posé. Ils apprirent des habitudes strictes en termes de santé, d'hygiène et de discipline personnelle. Chaque soirée se terminait par un moment obligatoire de repos et de réflexion silencieuse. Les hommes étaient attentifs à leurs actes et s'engageaient à faire une bonne action pour quelqu'un de différent chaque jour. Si vous rentrez dans ce bâtiment aujourd'hui, vous verrez qu'il est devenu un centre d'affaires. De manière assez remarquable, les intérieurs d'époque sont en grande partie intacts. Les plafonds d'origine raffinée en acier pressé et les hautes poutres en bois surplombent les espaces de bureaux. Les cheminées victoriennes se dressent toujours fièrement dans les salles de réunion. Les lambris en bois sombre de l'ancien bar pour monsieur décorent toujours les murs. Si vous avez la possibilité d'entrer, regardez attentivement la salle de conférence principale et vous apercevrez un magnifique vitrail. Il fut installé plus tard, lorsque le bâtiment servait d'hôtel de ville de Moderfontaine. C'est dans ce bâtiment que Baden-Powell est passé de guerrier à professeur. Les routines strictes et les réflexions personnelles inspirèrent les promesses et lois scouts utilisées partout dans le monde. L'hôpital. Bienvenue à Harley Street. La direction a donné à cette rue le nom de la fameuse rue de médecins de Londres. Nous nous tenons à l'endroit exact où se tenait le premier centre médical de Moderfontaine. C'est ici que se trouvait l'hôpital de l'usine et les quartiers du médecin. L'hôpital fut construit en 1895, en même temps que l'usine de dynamite. La production d'explosifs était une tâche extrêmement dangereuse. Un accès aux soins d'urgence était une nécessité pour l'usine et ses travailleurs. Et la proximité entre l'hôpital et le village n'est donc pas un hasard. Lorsque le lieutenant-général Robert Baden-Powell arriva en 1900 avec le South African Constabulary, ses médecins opéraient juste ici. Le commandant, ses agents d'élite et le personnel médical travaillaient tous dans ce lieu restreint et hautement sécurisé. À l'époque, les blessés par accident devaient rapidement être transportés. La première ambulance de l'usine consistait en une simple civière en toile. Celle-ci reposait sur 2 immenses roues. Les préposés poussaient les travailleurs blessés à travers le Veld jusqu'à cet hôpital. Plus tard, on améliora la conception en créant un chariot à 4 roues, des croix blanches peintes sur les côtés et tirées par 2 chevaux noirs. Plus la population augmentait, moins de lits d'hôpital étaient disponibles. Pour remédier à ce problème, la direction décida de construire une clinique séparée et plus petite. Un peu plus loin, dans le quartier de Béret. Cette clinique épaulait l'hôpital en cas de besoin et joua un rôle clé pendant la pandémie de grippe espagnole de 1918. Des années plus tard, en 1911, une structure bien plus grande ouvra ses portes à quelques kilomètres de là, le sanatorium de Springkeel. Il fut construit pour soigner les mineurs atteints de graves maladies respiratoires. Aujourd'hui, ce site emblématique constitue la pièce maîtresse du Heritage Estate, un lieu de résidence moderne. La ferme originelle et les barrages. Observez cette large vallée s'étendant devant vous. Ceci est le paysage naturel qui vit naître le village de Moderfontaine. Avant l'arrivée de la plus grande usine de dynamite au monde, cette terre calme et accidentée ne contenait qu'une ferme du Highveld. Celle-ci appartenait à un chasseur-bourg légendaire qui traquait le gros gibier, Willem Prinsloo. Les habitants l'avaient surnommé Willem Rocktegg. Il avait obtenu cette immense ferme en troquant de l'ivoire d'éléphant, des peaux d'animaux et des cornes. Quand la ruée industrielle vers l'or explosa, un groupe minier lui racheta la ferme. Une condition de l'accord légal du rachat permettait à la famille Prinsloo de finir leurs jours sur leur propriété. Il ne reste malheureusement aucune trace de cette ferme aujourd'hui. Observez à présent les cours d'eau que nous avons traversés. Ils serpentent la vallée jusqu'à un grand système de barrages en contrebas.
Ces barrages ne sont pas le fruit des caprices des créateurs de l'usine. Ils étaient nécessaires à son fonctionnement. L'usine avait besoin de millions de litres pour générer de la vapeur à haute pression, alimenter les systèmes de refroidissement et laver la nitroglycérine en toute sécurité. Ces différents barrages remplissaient différents objectifs, parfois cachés. Barrage 2, le barrage à savon. Celui-ci a une histoire assez sombre liée à la chimie. L'usine envoyait ici tous ces déchets dangereux découlant de la production. Il y avait par exemple une eau alcaline et savonneuse utilisée pour neutraliser les explosifs bruts. Au fil des décennies, l'évaporation de cet élément provoqua une importante concentration de produits chimiques toxiques. La faune et la flore ne pouvaient pas survivre ici. Mais d'immenses projets modernes d'assainissement ont sauvé ce lieu. L'eau, aujourd'hui, est complètement propre. Les produits toxiques ont disparu et de nombreux oiseaux ont repris possession du rivage. Barrage 3, le barrage du Pigargue. Ce magnifique point d'eau fut construit en 1896 pour servir de grand lieu de détente aux employés de l'usine. Soulignons en plus que c'est ici, sur le rivage, que campait le lieutenant Robert Baden-Powell, avec les premières troupes de la South African Constabulary. Ce lieu est ensuite devenu un terrain d'entraînement tactique pour les éclaireurs terrestres et les marins de Modderfontein. Ce barrage est à présent un lieu de pêche et de pique-nique dans la réserve. Le groupe scout de Cutty Sark et les responsables de la conservation de Modderfontein se rencontrent de l'autre côté du barrage, en face de l'ancien terrain de camp des éclaireurs. Autrefois, au-delà des barrages et de l'autoroute, vers l'est, se tenait une ferme appelée Frankenwald. Baden-Powell y chassait des oiseaux et des antilopes avec son ami Alfred Bates. La voiture ferroviaire de Baden-Powell. De l'autre côté de Johannesburg, à l'opposé de Modderfontein, se tient Florida, qui abrite le centre scout de Gilwell. C'est là-bas, depuis plus de 100 ans, que moi et les autres responsables scouts de Johannesburg sont formés. Vous y verrez un lien direct avec Modderfontein, la voiture ferroviaire de Baden-Powell. Cette voiture de chemin de fer fut construite en 1893 et servait de wagon-salon au gouvernement de la République sud-africaine. À la fin de la guerre, à l'instar d'autres voitures ferroviaires, elle passa dans les mains du gouvernement en place. Et entre 1900 et 1902, Baden-Powell s'en servit pour traverser le pays et superviser les agents de la South African Constabulary. Quand il quitta Modderfontein, l'engin servit de navette entre le village et la gare de Zuurfontein, dans le parc Kempton. Plus tard, on retira ces routes pour le transformer en pavillon pour le club de boulingrin de Modderfontein, qui se trouvait derrière le casino que nous avons visité plus tôt. En 1959, le club de boulingrin construisit un deuxième terrain et un plus grand pavillon. Monsieur Gibson, directeur de l'usine à l'époque et responsable scout, prit des dispositions pour que la voiture ferroviaire soit léguée à Gilwell. Des photos de la cérémonie de transmission sont disponibles dans un carnet de bord du parc. La voiture se dégrada au fil des années et fut restaurée entre 1981 et 1982 par des bénévoles de l'unité de formation des responsables de Gilton. Ils remplacèrent le toit, entourèrent la voiture d'un nouvel abri, et grâce à eux, les visiteurs de Gilwell peuvent à présent suivre les traces de Baden-Powell en Afrique du Sud. Des séances au sein même du wagon se déroulent dans de nombreuses formations organisées à Gilwell. Remerciements. Ce projet fut inspiré par les travaux de Karl Kohler, dont la famille réside à proximité de Modderfontein depuis les années 1880. Karl a retracé l'histoire scout de Modderfontein, avec notamment des souvenirs de son grand-père dans des articles qui ont servi de base à cet audioguide. Le musée de la dynamite et la société de conservation de Modderfontein ont offert leur soutien. L'accès au site et davantage de ressources documentaires. Robbie Vermont
et Keith Martin ont organisé des visites qui ont permis la compilation de toutes ces informations. Warren Roshi a fourni des documents inédits appartenant à Karl Kohler. Une plateforme scout de dons en ligne a permis de financer ce projet. Merci à Richard, Ben, Marc, Louise, Gareth, Kathleen et aux 3 donateurs anonymes qui ont rendu ce projet possible. Les recherches et les scripts ont été réalisés par Paula Groenewald, Debbie Simmons, Désiré Hogan, Alison Hodgers, Martin Ruther et Peter Leroux. La version française a été enregistrée par Sanda, Lissy et Saina Rassomain au studio Gold à Johannesburg.